Portrait de Berrois en cette période de ce mois de juin. Nous sommes à quelques encablures de ces journées provençales où, bien entendu, on retrouvera la tradition de notre terroir provençal à travers de nombreux exposants et artisans. Mais notez bien que pendant ces 2 journées, ce vendredi, il y aura bien sûr une soirée exemplaire du côté de Notre-Dame de Caderousse. Mais avant ça, après ça, bien entendu, nous aurons la journée dédiée donc à cet artisanat et surtout à ce salon des auteurs régionaux et surtout berrois. Et nous en accueillons un, il se présente. Bonjour, Jean-Paul Delfino. Alors Jean-Paul Delfino, tu es né à Aix-en-Provence, mais tu as avec la ville de Berlétan un attachement tout particulier. Hein. Ce sont au total 13 années de mon enfance et de ma préadolescence. Mes parents étaient profs. Je suis né à Aix-en-Provence et une semaine après, je crois, ils ont été mutés à Berlétan. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette ville qui reste pour moi éternellement, parce qu'on n'a qu'une enfance ancrée dans mes veines, dans mon cœur, dans mon sang. Et voilà, ça me fait très très étrange d'être ici, parce que la vie vous sépare souvent de ce que vous aimez. Et un retour aux sources vous remet souvent les pieds sur terre ou dans les temps. Alors justement, parce que tu as voyagé, alors on va revenir un peu sur ton cursus. Tu as été d'abord dans ta tendre jeunesse un passionné de football. Tu as même fait partie de l'équipe de France, me semble-t-il. J'ai eu une chance extraordinaire, parce qu'à l'âge de 11 ans, je savais ce que je voulais faire. J'avais 3... Et je dis chance parce que quand on sait très jeune ce qu'on veut faire, on prend de l'avance sur la vie. Et je voulais être, comme tous les gamins de mon âge, footballeur professionnel, puis professeur de français, et puis dans ma grande naïveté, écrivain. Donc footballeur professionnel, oui, il y a Salif Keita qui est venu me recruter, j'ai fait les éliminatoires pour l'équipe de France, j'ai eu d'immenses joies avec pas mal de tournois internationaux. Prof, j'ai été prof de français pendant un an, mais je crois que quand on est un vrai prof, on ne peut faire que ça. Et ensuite, romancier. D'abord auteur. J'ai écrit les premiers livres en Europe sur la musique brésilienne et puis mes premiers romans. Et maintenant, j'ambitionne, au bout de... Une admiratrice m'a écrit pour me dire qu'il y avait une 20aine de romans et 70 bouquins en tout. Et là, j'espère maintenant, et je commence à peine, quand on me traite d'écrivain, à ne pas rougir de la tête aux pieds et à commencer à assumer tout ça. Alors, une passion avec le Brésil, hein, c'est quand même quelque chose de particulier. La musique brésilienne, avant tout. C'est incroyable. C'est quand on est à Berlétan et quand on est gamin, on rêve de Aimon, qui était l'ailier droit de l'OM. On rêve de l'OM, on rêve de plein de choses, éventuellement des cheminées d'usine. Mais le Brésil, non. Moi, j'en connaissais que ce qu'on connaissait les gens autour de moi. On n'avait que 2 chaînes à la télévision et une fois par an, il y avait de magnifiques jeunes femmes qui se trémoussaient, très peu vêtues, donc le carnaval. Et puis il y avait Pelé, le roi Pelé, qui était le rêve absolu. Et puis finalement, il a fallu que j'arrive à Aix, que j'entende un disque qui s'appelle Getz Gilberto, qui est le disque le plus vendu au monde. Une anthologie. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et là, j'ai commencé à me bâtir autour d'un Brésil de pacotille, mais un peu comme un amoureux dans une cour d'école qui aime une jeune sylphide. Et puis, il la suit, il n'ose pas lui parler. Chaque fois qu'elle laisse tomber un papier de bonbon, il va le ramasser, il le serre sur son cœur. Je faisais les mêmes bêtises avec le Brésil. Si je trouvais un papier dans la presse, si je voyais quelque chose à la télévision, je le faisais mien. Voilà, et donc je me suis construit avec un Brésil qui n'existait pas, et mon jardin secret, mon jardin voltairien était éminemment tropical, touffu, un peu excentrique et surtout peuplé de musique. Alors peuplé de musique brésilienne, mais il y a aussi quelque chose de particulier, il y a eu un virage avec une passion pour Marseille, pour le polar. Disons que c'était ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Quand on a moins de 50 ans, quand on n'habite pas Paris dans le 6e arrondissement, quand on n'est pas le fils de grands universitaires ou de grands journalistes ou de grands hommes politiques, c'est difficile de se faire éditer. Et quand je me suis mêlé d'écrire autre chose que des livres sur la musique brésilienne, j'ai commencé par même pas le polar mais le pastiche de polar. C'était la mode du soi-disant polar marseillais avec le regretté Jean-Claude Izzo, l'encore regretté Philippe Carrez qui était des figures, de potes. Et donc moi je me suis dit, je vais pas surfer là-dessus, mais je vais faire un peu l'escroc. C'est ce que Boris Vian avait fait avec Gallimard. Il était arrivé un jour dans le bureau de Gallimard, ne pouvant pas se faire éditer. Il avait dit, voilà monsieur, j'ai des manuscrits extraordinaires signés Vernon Sullivan, c'est un nègre américain, et je suis traducteur, regardez, vous allez adorer. Et le père Gallimard a pris ça, il l'a regardé,
regardé et il a édité immédiatement sans se douter que Vernon Sullivan c'était le pseudonyme de Boris Vian. Donc j'ai fait un petit peu la même chose, j'ai sorti 4 polars, un roman noir et j'ai absolument beaucoup de tendresse pour ces premiers livres, même si après je suis passé à autre chose. Mais alors justement là, l'actualité en 2022 c'est la sortie de Isla Negra, là aussi c'est un opus particulier. Ah, c'est mon deuxième roman contemporain, parce que jusque-là j'ai surtout écrit des livres, des grands et gros surtout, romans historiques qui essaient de retrouver les rivières souterraines qui unissent le Brésil, la France, le Portugal et l'Afrique. Et là avec Isla Negra, oui, je m'attaque à autre chose, mais c'est un livre, presque un conte ou une fable philosophique qui ne donne aucune réponse sur notre société déliquescente, mais qui pose énormément de questions. Et donc là, j'ai les premiers retours et les gens sont partagés entre le rire et les larmes, et c'est exactement l'objectif que je vise. Tout à fait. Il a un drôle de parcours, notre Jonas, à travers cet ouvrage. Ah ben lui, c'est certainement ce que je serai quand j'atteindrai l'âge de 70 balais, c'est-à-dire il vit sur une falaise dunaire, une falaise de sable. Tout à fait. Et ça fait 20 ans qu'il n'est pas descendu en ville, il a un Baïkal calibre 12, canoncier, le premier qui approche, il tire, quoi. Et oui, on veut le virer de chez lui. C'est ça, et ça il le prend très très mal, et heureusement qu'il a des amis qui sont des bras cassés, parce qu'il a une tendresse absolue pour les bras cassés. Il y en a un qui se fait appeler l'Argentin de Carcassonne, qui a jamais mis les pieds en Argentine. Il y en a un autre qu'on ne sait pas trop si c'est un migrant, un voyou, qui est une espèce de grand nègre au sens de négritude, un grand nègre mutique. Et puis il y a plein de personnages secondaires. C'est sans nostalgie, mais un petit clin d'œil à Simenon, voilà, à ce polar des années 60. Voilà, puis Antoine Blondin, René Fallet, oui, enfin, tous ces gens-là qui moi m'ont fait vibrer. Donc c'est pas de la nostalgie, c'est plutôt un hommage que je tente maladroitement peut-être de leur rendre. Alors justement, on va avoir le privilège en fin de semaine de t'avoir à nos côtés dans ces rencontres d'auteurs. C'est vrai que c'est toujours bien de rencontrer son auditoire, de rencontrer également d'autres auteurs différents, de différents styles, mais qui sont des régionaux. Oui, pour moi c'est très étrange. Si à 10-12 ans on m'avait dit un jour tu reviendras et tu présideras, je crois, oui, c'est ça, un concours de nouvelles, un salon du livre à Berre-l'Étang, je ne l'aurais jamais cru, mais même pas l'espace d'une seconde. Donc en fait l'honneur, ça n'est pas la ville de Berre qui me le fait, enfin ça n'est pas moi, oui si c'est moi qui tente en tout cas de faire honneur à la ville de Berre, qui a la gentillesse après 40 ans parce que j'ai plus comme mon oncle et ma tante qui habitent ici. Oui, mais on reste attaché, hein. Quand on est berrois, on est berrois. Hein. Ah oui, jusqu'au bout. Et puis au début, on en a un peu honte parce que c'est une petite ville, parce que personne passe par Berre, parce que soit on est aixois, soit on est de Salon, soit on est de Marseille. C'est difficile d'exister une fois qu'on est sorti de Berre. Mais une fois effectivement qu'on a réussi à faire sa place, en tout cas en littérature, maintenant oui, quand on me demande d'où je suis, pour les Parisiens qui ont quand même un sens de la géographie assez limité, je dis Marseille ou Aix-en-Provence, et puis pour les gens qui connaissent un peu plus, je parle de Berre-l'Étang et puis aussi des Cévennes par ma mère, et voilà, on est de quelque part, on n'est pas d'un pays mais on est d'une ville, disait et dit toujours d'ailleurs Bernard Lavilliers. Tout à fait, un peu de similitude avec Jonas, puisque on est au bout d'une falaise, on va dire, parce que Berre-l'Étang, il faut venir à Berre-l'Étang, et là c'est une belle démarche. Alors Berre, ça a été l'objet de mon seul roman un peu autobiographique qui s'appelle Chair de lune, et pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, parce que ça raconte une position qui était difficile dans les années 70, être le fils de parents divorcés. Aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est d'être le fils de parents non divorcés. Tout à fait. La norme, c'est de divorcer tout le temps. Mais à l'époque, c'était très compliqué. Les gens dans la rue avaient des noms d'oiseaux pour ma mère, et ça, je l'oublierai jamais, parce que ma ville d'enfance m'a laissé des meurtrissures aussi. Et donc, oui, j'ai essayé de... C'est ce que j'essaie de dire. Là, j'ai fait des interventions à Paul Langevin, à Zola. Tout à fait. Tu es venu il y a quelques mois en arrière. Ouais, c'est ça. Et j'essaie juste non pas de plastronner en disant regardez, moi j'ai réussi. Non, c'est pas du tout ça la démarche. La démarche, c'est de dire qu'on peut avoir 8, 10, 12, 14 ans, être à Berre-l'Étang, avoir des rêves complètement fous, complètement absurdes, se faire taper sur les doigts, parce que ça m'est arrivé
rêvé aussi. On me dit non, on ne rêve pas à ça, toi tu iras pas plus loin que là, là et là. Et puis au bout d'un moment, comme un pied du nez du destin, se retrouver à l'endroit qu'on avait décidé d'atteindre, et envers et contre tout, et surtout contre tous. Donc là vraiment, j'ai revu, là j'arrive de Guyane, je viens de passer 10 jours dans la jungle sans électricité, sans rien, et dans l'avion qui me ramenait, j'ai revu Cinéma Paradiso, qui est un film exceptionnel. Grandiose. Et c'est un long flashback, ouais. et j'ai presque l'impression, d'ailleurs j'ai la chair de poule, j'ai presque l'impression d'être un peu le héros qui revient dans sa ville après Toto, avoir réussi. le petit Toto. C'est ça. Alors moi j'ai pas réussi grand chose, j'ai réussi des livres, des films, le Festival de Cannes, des traductions, des prix internationaux. Tout à fait. Mais pour Radio France aussi, pour les... J'ai écrit une dizaine de pièces de théâtre pour Radio France, j'ai fait des films, fait pas mal de choses, mais je crois que la réussite, c'est de se lever le matin et puis de pas oublier d'où on vient, se regarder dans la glace et se dire que finalement c'est pas si mal ce qu'on a accompli jusqu'ici, mais que le plus important c'est ce qui reste à faire. Jean-Paul, fier d'être Berrois quand même. Absolument fier d'être Berrois. On se donne rendez-vous ce week-end ? Avec un infini plaisir, je vous attends très 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 nombreux. Merci, à très bientôt. Merci infiniment, au revoir. Au revoir.